La toute dernière, et ça sera la dernière, je vous le promets, je sais que ça a été éreintant, et merci et bravo d'être présent jusqu'à cette heure si tardive. Les facilitations des procédures pour les PME-PMI et l'importance de la modernisation du tissu industriel. 4 intervenants, d'abord M. Hassan Hamouche, qui est directeur général de l'ANIREF, la représentante de l'ANDI, Mme Siham Hrawa, qui est chef d'études, la représentante de l'ANDI. Nous avons une start-up avec le CIO de Yassir, Mehdi Etou, et puis Anwar Hashman de India Maghreb Hub. Alors, on va donner d'abord la parole à M. Hassan Hamouche pour un peu nous donner un aperçu aujourd'hui de ce que propose justement l'ANIREF en matière de facilitation des procédures pour les petites et moyennes entreprises. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis le directeur général de l'Agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière. C'est une agence qui a été créée en 2008. C'est pour répondre un petit peu à un besoin de régulation et de création d'un marché du foncier industriel en Algérie, notamment destiné à la petite et moyenne entreprise. Quand on dit régulation, ce n'est pas régulation au sens des autorités de régulation, mais c'est une régulation de marché. Et pour cela, nous avons 2 outils principaux. Le premier est un outil de service public, celui de rendre ce marché du foncier un petit peu plus transparent à travers la promulgation d'une base de données sur les disponibilités foncières, la promulgation du mercurial des prix pour connaître un petit peu ce qui se passe au niveau prix, au niveau de ces zones industrielles. Et puis, le deuxième outil est un outil un petit peu plus commercial. C'est celui de la promotion et de l'élargissement de la plateforme industrielle du pays à travers un renforcement de l'offre foncière. Pour cela, l'ANIREF s'occupe d'un grand programme de réalisation de parcs industriels, dont le nombre est de 50. Ce programme a été décidé en 2011. Sa mise en place a pris un petit peu de temps, vous le comprenez, sur ces histoires de foncier à la libération des assiettes qui prend énormément de temps par rapport au déglassement des terres agricoles, par rapport aux indemnisations des ayants droit, par rapport à tout l'aspect organisationnel qu'il fallait mettre en place. Aujourd'hui, nous sommes à un stade extrêmement avancé sur ce programme où sur les 50, nous avons 39 sites pour lesquels les études sont totalement finalisées. Nous avons même 7 sites où les travaux d'aménagement ont déjà été engagés. Il y a une nouvelle approche qui a été récemment, ou une nouvelle orientation qui a été récemment donnée, celle de décentraliser tous les actes liés à l'investissement au niveau des wilayas. Donc, même concernant l'aménagement de ces parcs industriels, la décision sera aussi décentralisée et sous la responsabilité des walis. Donc, en termes de facilitation qui ont été données depuis quelques années aux industriels, aux investisseurs et aux PME, il y a d'abord le fait du rapprochement de l'administration des investisseurs à travers d'abord la mise en place. Au fait, aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de l'acte d'exporter, mais pour exporter, faut-il encore exister ? Et donc, qui parle de création d'entreprises ou extension de capacités déjà existantes ou délocalisation d'entreprises, partenariat, création d'entreprises en partenariat. Quand on parle de ce type d'opération, on parle forcément de l'ANDI. L'ANDI étant un organisme étatique qui fournit un accompagnement, une assistance et une aide à tous les porteurs de projets pour la réalisation ou la mise en place de leur unité de production ou de prestation de services. L'accompagnement de l'ANDI se fait à travers ces structures décentralisées qui se trouvent dans les 48 wilayas, donc 48 wilayas, 48 structures décentralisées, lesquelles structures décentralisées regroupent tous les acteurs qui sont mêlés à un moment ou à un autre dans le process de la création d'entreprises. Des avantages sont aussi octroyés à travers l'ANDI, des avantages qui se traduisent par des exonérations fiscales.
C'est-à-dire que l'investisseur ou le porteur de projet va être exonéré totalement, c'est-à-dire 0% pendant la phase réalisation. On va parler de phase réalisation lorsque le promoteur ou l'investisseur est en train d'acquérir tout son équipement, est en train de bâtir son unité de production. Alors pendant toute cette période-là, il va être exonéré de la TVA sur tout l'équipement acheté, acquis, que ce soit sur le marché local ou de l'étranger. Il sera également exonéré des droits de douane s'il devait importer un équipement qui n'existerait pas sur le marché local. Il est également exonéré de toutes les taxes relatives à l'acquisition d'un bien immobilier. Et alors, une fois que le promoteur est opérationnel, il entre dans l'entreprise, commence son activité, il était également exonéré des 2 principales taxes qui sont appliquées aux entreprises et qui sont celle de l'IBS, c'est l'impôt sur le bénéfice des sociétés, et la TAP, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires. La phase de réalisation prendra le temps qu'il faudra. Et ensuite, mais pour la phase d'exploitation, la période d'exonération est de 3 années pour tous les projets, de 5 ans pour les projets, pour les projets créateurs de 100 emplois et plus, et de 10 années pour tous les projets implantés dans la région des Hauts Plateaux et la région du Sud. Au fait, cette mesure a été mise en place pour un peu... Donc, je m'appelle Mehdi Etou, je suis le CEO de IA Technologies. C'est une compagnie mixte qui a été créée tout récemment. On n'a pas encore fêté notre premier anniversaire, en janvier 2017. Donc, notre objectif, c'est d'intégrer les nouvelles technologies de manière générale, les TIC de manière générale, pour les introduire dans les différents types de services. Et quand je parle de services, ça peut être le transport, la logistique, l'agroalimentaire, la santé, etc. Donc on a commencé par le premier volet, c'est le transport, et on s'est plus précisément le transport de la personne à travers un véhicule touristique. Donc c'est l'application Yassir, une plateforme numérique et mobile qui permet de relier un client, un demandeur de service, un demandeur de transport, à un chauffeur qui est un prestataire de service. Donc le chauffeur a son application, il reste connecté et il reçoit les demandes des clients. Le client précise uniquement donc sa destination. L'application lui donne le tarif. S'il accepte, il demande un chauffeur. Le chauffeur le rejoint, le transporte à destination. Le paiement pour l'instant se fait en argent comptant. Donc on n'a pas la possibilité pour le moment d'utiliser le e-payment, mais on est normalement le premier sur la liste pour la prochaine ouverture, je l'espère. En tout cas, donc là, et puis le client peut évaluer son chauffeur, le chauffeur peut aussi évaluer son client. Et cette évaluation, nous, on va l'utiliser pour améliorer les services et pour filtrer nos services, donc filtrer nos chauffeurs. Nos meilleurs chauffeurs vont bénéficier davantage. Les moyens vont être rappelés à l'ordre, on va dire, pour essayer de fournir un meilleur service. Les plus mauvais vont être écartés du système. Donc, c'est un petit peu l'application en résumé. Et donc, un petit peu pour revenir un petit peu sur ce qui a été discuté tout au long de la journée. Donc, vous avez parlé de transport, de logistique. En fait, vous avez parlé plus du cœur de métier, on va dire, du transport et de la logistique, en termes d'infrastructure, réglementation, loi, tous les problèmes qui sont autour. Bonsoir à tous, bon. Je m'appelle Anwar Hachman, je suis donc algérien et français, vivant en Inde maintenant depuis 8 ans. Et donc je suis fondateur du cabinet de conseil qui s'appelle India Maghreb Hub. Donc c'est un cabinet de conseil qui est vraiment spécialisé dans les relations entre l'Inde et le Maghreb. Notre but un petit peu au départ, c'était d'essayer de créer des ponts entre les deux régions. Que ce soit des ponts, au départ on avait des clients qui voulaient qu'on achète pour eux, donc on a développé tout un service qui s'appelle le Sourcing Hub, qui était... Donc au départ on a créé un département d'achat pour des clients qui étaient au Maghreb, qui était Sourcing Hub, donc on a acheté pour eux. Et petit à petit on s'est rendu compte que
on avait des demandes qui étaient plus machine, industrie, et des demandes qui se mêlaient ressources humaines, transfert de compétences, transfert d'innovation et produits. C'est pour ça que petit à petit, on s'est rendu compte qu'il était plus que nécessaire de réfléchir à la dimension transfert de compétences, la dimension de aide à l'industrialisation. L'Inde aujourd'hui est un pays qui est absolument immense, que soit en termes de population, mais aussi en termes d'industrie et d'économie. L'industrie indienne représentera en 2025 28% du PIB. Aujourd'hui, elle est à environ 18% du PIB. Un PIB qui a un taux de croissance de 7%. Donc avec une industrie extrêmement diversifiée. Alors c'est une industrie qui va par exemple du textile jusqu'à la médecine, jusqu'à la pharmacie, machine-outils, agriculture, automobile, etc. Donc nos premiers clients en Algérie, c'était un petit peu des importateurs de pièces détachées automobiles. Et petit à petit, on s'est rendu compte que voilà, pourquoi pas transférer cette technologie. On a fait la même chose au Maroc, on a commencé un petit peu à faire ça en Tunisie. Et on se rend compte en fait que il faut un petit peu, c'est un peu ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de tourner le regard qu'on peut avoir vers l'Occident, en disant, bien évidemment, c'est très très intéressant ce qu'on peut avoir aussi de la France, de l'Europe, etc. Mais c'est aussi intéressant de voir un peu ce qui se passe dans les pays émergents. C'est très intéressant de voir ce qui se passe en Inde, ce qui se passe dans d'autres pays, qui ont également une technologie extrêmement profonde, extrêmement développée, pas comme celle de la Corée, bien évidemment, pas celle des niveaux 1, hein, mais une technologie qu'on appelle en hindi « Jugaad Technology », ça veut dire une technologie peu coûteuse, efficace et qui fonctionne et qui est adaptée aux besoins. Et je dis toujours que si les Indiens sont capables de produire pour leurs propres demandes... Si on doit parler d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas de règlement qui définisse ce que c'est qu'une zone industrielle, ce que c'est qu'un parc industriel, ce que c'est qu'une zone d'activité, ce que c'est qu'une plateforme logistique. Ça, il n'y a pas de définition particulière en Algérie. Il y a des définitions au niveau mondial dans certains pays, mais ici, ce n'est pas encore défini. Nous essayons de travailler sur des normes, surtout sur des normes. Nous avons un outil qui est formidable, qui est l'IANOR, qui produit des normes chaque année et qui édicte un certain nombre de règles à respecter par rapport, par exemple, à ces plateformes logistiques. Ces normes sont internationales, parce qu'IANOR est reliée, elle aussi, à des organismes internationaux et qui définissent de manière claire ce qu'il faut faire, quelles sont les terminologies à utiliser. Plateforme logistique, c'est une définition qui va au-delà de l'entrepôt. Vous savez que la logistique aujourd'hui au niveau mondial, j'ai entendu quelqu'un aussi dire qu'on parlait plus maintenant d'industrie logistique, ça va du stockage classique de matières premières jusqu'au montage.